de pandémie avec deux orateurs. Hassan, membre de la Commission nationale sahraoui des droits de l'homme, la CONASAD pour la France, qui habite Bressuire. Et puis ensuite, ce sera Ton, notre ami juriste du comité norvégien. Il faudra aussi, Hassan, que tu tiennes bien ton temps, parce que nous avons pris beaucoup de retard. En ce qui concerne les questions, vous pouvez les poser dans le chat, et puis nous verrons comment y répondre, ou bien on y répondra une autre fois. D'ailleurs, il n'y a pas toujours des réponses. Hassan, à toi. On ne t'entend pas, Hassan. Il faut que tu débloques ton micro. Il faut que tu enlèves ton micro, Hassan. Plutôt que tu le mettes. Là, oui. Ça y est, merci. Là, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bon, merci Claude. C'est un immense plaisir d'intervenir devant cette importante visioconférence. Tout d'abord, je veux adresser mes salutations et mes remerciements à toute personne qui a participé à la réussite de cette visioconférence. Le thème choisi pour la discussion, le respect des droits de l'homme d'un peuple occupé depuis 45 ans, et la libération des prisonniers politiques, ça reflète quand même une préoccupation commune en raison de la manque de la justice, de la manque d'équité ou de la manque de respect des droits de l'homme et du peuple dans les territoires occupés du Sahara occidental. Dans le même contexte, la CONASAD, la Commission nationale sahraoui des droits de l'homme, il y a un peu plus de 2 mois, qu'elle a appelé aux organes de la communauté internationale, y compris les organisations de défense des droits de l'homme, les Nations Unies et l'Union africaine, à contribuer pour la libération des prisonniers politiques sous la menace de la crise du Covid-19. En effet, 400 ONG ont répondu à cet appel, menant la campagne internationale pour la libération des prisonniers politiques. Cette campagne était malheureusement ignorée par le gouvernement marocain, qui n'a même pas répondu à la déclaration des hautes commissaires des droits de l'homme aux Nations Unies, Madame Bachelet, qui a souligné que l'option de séparer les prisonniers politiques ou l'isolement individuel est impossible, d'autant plus que les gouvernements rencontrent des difficultés d'approvisionnement en raison de la pandémie du Covid-19. Et donc, la détention continue des prisonniers constitue ou comporte un grand nombre de risques pour leur vie. De la société civile sahraoui ou les organisations de la société civile sahraoui jouent un rôle très important en transmettant la majeure préoccupation concernant les violations des droits de l'homme dans les territoires occupés et alertant la communauté internationale, c'est-à-dire les mécanismes et le forum international et même les ONG au niveau mondial. Donc, d'ici, j'applaudis les efforts du groupe de Genève. En effet, les 210 organisations, ou plus de 210 organisations, dont la Commission nationale des droits de l'homme, qui ont toujours exprimé son inquiétude concernant la crise des droits de l'homme au Sahara occidental, et plus particulièrement la violation des droits internationaux humains dans les zones occupées du Sahara occidental. Ce groupe demande toujours au Haut-Commissariat des droits de l'homme de reprendre les missions techniques au Sahara occidental et de mettre en œuvre un programme de coopération et de renforcement des capacités avec le représentant des peuples du Sahara occidental, le Front Polisario.
Donc, j'applaudis les efforts de ce groupe. Les organisations de la société civile sahraoui, qui soient sur les camps de réfugiés, comme l'association des familles des prisonniers et disparus sahraouis, ou l'Union des juristes et autres organisations de masse, ou encore sur les territoires occupés du Sahara occidental, comme le collectif des défenseurs des droits de l'homme sahraouis, ou comme l'ASVDH, l'association des victimes des violations graves des droits de l'homme dont Jim El Ghalia est membre, ou encore la Ligue pour la protection des droits de l'homme, pour la protection des prisonniers sahraouis, joue un rôle très, très, très important. En effet, malgré les problèmes qu'ils ont, ils travaillent dans des circonstances très, 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 très difficiles. Parce qu'en effet, sous occupation militaire, les défenseurs des droits de l'homme ne disposent d'aucun moyen de protéger leurs propres droits. Et donc, ils sont exposés à toutes danger, à toutes sortes de dangers et violations. Nous avons Mahfouda et Ghalia comme exemple dans ces circuits. Alors, dans ce territoire, le Maroc a construit un mur de silence pour créer la situation idéale pour la violation des droits de l'homme et pour la spoliation des ressources et richesses. Donc, je mentionne ici les associations qui travaillent dans ces conditions. Dans ce territoire, c'est idéal pour les violations des droits de l'homme parce que tous les observateurs internationaux sont expulsés par le Maroc. Alors, pour arrêter, les associations sahraouies doivent continuer parce que si, par exemple, en 1991, 300 Sahraouis ont été libérés dans un délabrement physique avancé après passer 16 ans de disparition, que l'occupant marocain n'a jamais reconnu leur existence pendant les 16 ans de disparition. Alors, l'inquiétude d'aujourd'hui, c'est que nous avons une grande liste d'au moins 526 autres disparus sahraouis. Et donc, les associations sahraouies doivent continuer à se battre pour leur libération ou au moins pour savoir de leur devenir et leur sort. Et de même, les associations sahraouies doivent toujours continuer à se battre pour arrêter les enlèvements et la détention politique. Cette détention qui est toujours les simulacres procès qui toujours dépend des procès fabriqués et signés sous la crainte et sous la torture. Cette détention représente vraiment une discrimination raciale en application des droits humanitaires. Ce droit humanitaire protégé par l'article 19 des pactes internationaux qui protège les droits et libertés d'expression et les droits et libertés politiques. Donc, le problème, c'est que les détenus civils sahraouis ou les prisonniers sahraouis sont dans des situations qu'on ne peut pas documenter. On ne peut pas avoir trop de données techniques sur la documentation des violations parce qu'on n'arrive pas à visiter régulièrement les prisonniers. Tout d'abord, les prisonniers sont incarcérés à l'intérieur du Maroc à 1200 km en moyenne, ce qui difficulte leur visite. Cette visite est devenue aujourd'hui, avec les règles de confinement, impossible pour les Sahraouis. Donc, partons de ces détails, on connaît que la majorité des détenus sahraouis souffrent des problèmes chroniques de santé et sont privés de leur droit au diagnostic, de leur droit au traitement médical et de leur droit à des analyses et assistance médicale. Donc, dans ces conditions-là, les 27, si on dit que nous avons aujourd'hui 40, merci Michel parce qu'il avait dit le chiffre, si on dit que nous avons 40 prisonniers politiques ou détenus sahraouis civils, 27 parmi eux, c'est-à-dire presque les trois quarts,
ont mené un grève de faim allant, pour des périodes allant de 24 heures, c'est-à-dire une journée, jusqu'à 38 journées dans le cas de M. Mohamed Bourial. Il y a aussi Mohamed Bachir Boutenghiza de 20 jours, 16 jours, il y en a 3. De toute façon, j'ai des rapports des collectifs sahraouis des droits de l'homme, des défenseurs des droits de l'homme, et de la Ligue des prisonniers pour protection des prisonniers politiques. Je ne peux pas résumer les données techniques dans 10 minutes, mais peut-être vous avez vu, mais je vous invite quand même à consulter les rapports parce qu'elles ramènent des données techniques très, très, très importantes. Le problème aujourd'hui qui inquiète, c'est vraiment la relation qui existait et qui était une spéculation depuis il y a 10 ans. On parlait de la relation entre le commerce de drogue marocaine et le service secret marocain et les cellules de terroristes. Aujourd'hui, grâce aux révélations de M. Mohamed Dehani, ancien prisonnier sahraoui, et la révélation de Mohamed Hajib, ancien prisonnier marocain, ils ont pu détailler et démontrer qu'il existe une grande relation et que les services secrets marocains ont transformé les centres pénitentiaires en laboratoire pour créer les cellules terroristes à des fins politiques et financières. Et ça, c'est très grave. Donc, les organes de la communauté internationale sont vraiment fortement invités à interroger la version marocaine sur cette histoire. Parce que tout le monde, les défenseurs des droits de l'homme et toute personne qui croit à la justice internationale, ils sont découragés avec cette histoire. Je vous remercie. J'espère que je n'ai pas passé le temps. Bravo Hassan, tu as totalement bien tenu ton temps. Donc maintenant, nous allons passer la parole à Tone, juriste du comité norvégien